Alors je crois que le piège, notamment sur la question du Burkini, comme sur toutes les questions sérieuses, c'est de savoir s'il faut répondre pour ou contre. Dès lors qu'on est pour ou contre, on est déjà tombé dans le piège voulu par le système, c'est-à-dire deux camps qui s'affrontent et un début de choc et de chaos. Écoutez, c'est aujourd'hui une provocation qui incarne l'islamisme. J'aimerais entendre cela de la part dans la bouche des pseudo-féministes qui sont dans votre studio. Non, mais de la part d'un homme, c'est insultant, monsieur. Pseudo-féministe, vous nous demandez de correspondre à votre pensée qui est rétrograde. Alors, bientôt vous mettrez dans les cafés interdit aux femmes voilées, comme par le passé, comme pendant la guerre d'Algérie. Je vous rappellerai que j'ai écrit un premier texte, je crois en 2003, qui s'appelait « Ce que cache le foulard », pour annoncer que les mêmes qui avaient fait venir les immigrés en France et qui nous les avaient imposés, quand je parle de nous, aux Français de souche, et qui leur avaient dit qu'ils avaient tous les droits contre les vilains Français colonisateurs, racistes et collabos. Il y a des tabous qui ont été levés, il y a des verrous qui ont sauté, il y a des choses qui ne se disaient pas et qui peuvent maintenant se dire impunément. On va essayer de s'interroger sur ce commencement de vague raciste que je vois se développer en France. Sont les mêmes qui, à partir de 2003, par la loi sur le foulard, ont décidé d'inverser leurs alliances. L'islamo-fascisme correspond à une réalité. L'islamo-fascisme. La gauche n'a rien compris à ça. Elle continue à nous raconter la théorie du terrorisme fruit de la misère, du terrorisme fruit de l'humiliation, etc., sans vouloir traiter la question politiquement. Par la loi sur le foulard, ont décidé d'inverser leurs alliances et de ne plus les montrer comme des chances pour la France, mais comme des dangereux islamistes potentiels. Les responsables politiques doivent prendre à bras le corps le problème de l'immigration. Car le nombre favorise l'islamisme radical. Quand je dis les mêmes, je parle évidemment de la communauté de lumière, c'est-à-dire de la communauté musulmane organisée, effectivement, qui est derrière tout ça. Je ne fais aucune différence entre l'islam et l'islamiste, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, après la loi sur le foulard, la loi sur le voile intégral, on a le débat sur le burkini. Alors, effectivement, il n'est pas bon aujourd'hui d'être musulman en France. Le faux courage politique des soi-disant maires de droite, c'est de s'opposer au burkini, sachant que les maires de droite s'opposent au burkini au nom de, du respect des valeurs françaises ancestrales, et ceux de gauche arrivent à faire à peu près la même chose au nom du respect de la laïcité et de, du féminisme et du droit des femmes. C'est une provocation, le burkini. On sait tous, c'est une provocation. C'est une manière d'aller chercher les Français, les titiller, les provoquer, remettre en cause notre façon de vivre. Il n'y a pas de consigne, ni de Mahomet, ni de Jésus, ni de Moïse concernant les tenues de bain. Alors ça commence à bien faire. Une fois que j'ai mis ce préambule en place, je fais remarquer une chose, c'est que le burkini n'est pas un vêtement islamiste. Il est islamiquement impossible pour une femme, même si elle est couverte, d'aller se baigner sur une plage au milieu d'hommes en slip et de femmes dénudées. Donc c'est une invention qui porte un mauvais nom à mon avis, mais qui était une proposition de vêtements pour des femmes qui se posaient une question un peu de pudeur. Une question de pudeur qui correspond à la tenue, je dirais, des baigneuses des occidentales et des françaises des années 30. Si vous regardez les photos de plages de Deauville de l'après-Première Guerre mondiale, pratiquement toutes les femmes sont en burkini. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution progressive de la nudité qui correspond à l'évolution de la société de consommation, et les femmes souvent originaires du Maghreb, de nos anciennes colonies, fonctionnent en fait sur des valeurs morales qui correspondent en fait à la France entre les années 20 et les années 60, on va dire. Déjà au début de ce siècle, celles qui sont aujourd'hui nos arrière-grand-mères connaissaient les bains de mer. Jeu timide et qui semble maintenant puéril. Pourtant, la morale désapprouvait la tenue audacieuse de ces naïades que ravissaient les exploits sportifs du voyou de la plage. Voilà, donc au départ, c'est une proposition de vêtements pour des femmes qui veulent être un peu pudiques sur la plage. Normalement, ça ne devrait pas faire polémique, et il y a 20 ans, du temps des chances pour la France, seraient les musulmans aujourd'hui qui poussent à la violence, auraient condamné ceux qui critiquaient ces tenues. Voilà, on en est là. Donc on est dans une espèce de manipulation dangereuse, parce que qu'on soit pour ou contre, on est dans une situation de tension, et de tension quand même
normalement très artificielle et très exagérée pour quelques femmes qui veulent se baigner sans trop montrer leur corps. Et pour cette femme, porter le burkini n'a rien d'un acte politique. Ça a été pour moi la possibilité de lier mon plaisir et ma pudeur, c'est-à-dire je souhaite être couverte lorsque je vais dans les lieux publics. Et là, je vais faire une digression. Moi, je ne vais plus sur les plages depuis des années, sauf les plages très secrètes et sauvages, parce que cet étalement de viande huilée me dégoûte. Et moi, je serais personnellement pour le burkini obligatoire à partir de 45 ans pour les femmes. Hein. La pudeur, parce que là aussi, il y a une malhonnêteté. Les juifs exigent la même pudeur que les musulmans sur le corps. Et il y a vraiment deux conceptions du corps qui se télescopent chez nous. La conception qui vient du monde juif et du monde sémitique, donc c'est-à-dire la conception juive musulmane, mais aussi d'une certaine manière chrétienne, et la conception hellénistique, et d'ailleurs aussi celto-germanique, où le corps, dans une vision, on va dire, naturaliste, peut être exhibé pour sa beauté, hein, la statuaire grecque, et même regardez dans nos églises, ou encore plus de façon plus éloquente, le plafond de la chapelle Sixtine. Donc en France, on a ces deux traditions qui se tiraillent, puisqu'on est un pays non pas judéo-chrétien, mais helléno-chrétien, c'est-à-dire la conception chrétienne du corps qui est assez pudique et cachée, c'est les bonnes sœurs, hein, c'est la cornette, c'est le voile de Marie, donc qui est compatible avec la vision musulmane en réalité, et puis la vision, on va dire, gréco-naturaliste et même gréco-germanique, hein, puisque rappelez-vous comment Léo Enzolern. Ouais, ou même Eva Braun, hein, s'ébattant quasiment nue à côté du Führer. Hein, il y a cette tradition grecque et nordique du corps qui se montre dans une idée de corps naturel. Hein, voilà. Donc, cette remarque m'amène à dire que le burkini, si on en changeait le nom, n'est ni français ni anti-français. Hein. À la limite, c'est à la discrétion des gens qui veulent, des femmes d'ailleurs, qui veulent être plus ou moins dans la pudeur, et je pense que c'est plutôt une question d'âge. Quand je me rappelle effectivement cette pauvre Marine Le Pen qui s'est retrouvée exhibée, je crois, dans Closer, j'aurais préféré, à la limite, qu'elle soit en burkini. Quand j'ai vu les photos, j'aurais eu moins mal à la France. Et sans doute, peut-être, elle aussi. Hein. Parce que, je veux dire, pour une femme qui a eu plusieurs enfants, qui a un certain âge, il est peut-être douloureux d'être obligé de mettre un monokini ou un bikini sur la plage, avec l'œil critique de tous les hommes qui peuvent comparer avec les corps jeunes des gamines de 15-20 ans. Au soleil, complètement nu au soleil. Je suis venue en vacances pour me faire bronzer, bien sûr. Et j'ai trouvé ça tellement agréable de pouvoir se mettre à l'aise, se faire bronzer torse nu, que personne ne vous remarque. Je trouve ça terrible. Et vous voyez, je l'ai fait dès le premier jour, je ne pense pas avoir de marque. Est-ce que vous le feriez, vous? Ah non, pas moi, surtout pas dans les enfants. Quand les femmes ont une belle poitrine et qu'elles sont belles, ça ne me déplaît pas. Mais autrement, elles peuvent les laisser de côté. Il faut bien comprendre que c'est très... Même moi qui ai 58 ans aujourd'hui, à la plage, je me pose la question du vieillissement de mon corps et je peux être un peu gêné d'exhiber un corps qui n'a plus sa plastique de mes 20 ans. On est quand même mis en vieillissant en concurrence avec des corps jeunes. Donc on devrait avoir le droit pour les corps vieillissants de pouvoir les cacher un peu. Or aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on a fait du burkini un symbole de l'islam, ce qui est d'ailleurs faux, et du coup, à contrario, on prétend faire, on va dire en gros du string, un symbole de la civilisation chrétienne ou de la France. Il faut arrêter de déconner, hein, je veux dire, et le burkini n'est pas le symbole de l'islam, et le string n'est pas le symbole de la France, de la tradition ou de la chrétienté. Hein, voilà, donc faux problème, piège, dans lequel nous entraînent qui? Une fois de plus, les tapins sionistes qui sont derrière, quoi. Donc vous dites qu'il n'y a tout de même pas continuité du burkini au terrorisme, mais que le burkini participe en quelque sorte d'un état d'esprit qui est aussi le terreau du terrorisme. Voilà. Après, on peut aussi imaginer que des musulmans humiliés ou manipulés, puisqu'il y a beaucoup de manipulation derrière, il suffit de voir d'ailleurs d'où vient le burkini, ça vient d'Australie, je crois, humiliés se mettent à porter le burkini comme un symbole de résistance à l'obligation d'être à poil sous prétexte de laïcité et de France. Donc évidemment, moi j'engage les musulmans à être malins et à ne pas tomber dans ces contre-provocations. Hein. Et puis de l'autre côté, j'engage les patriotes français qui sont montés un peu vite au créneau sur le burkini, de réfléchir un peu plus avant de penser que le patriotisme français et la défense de l'identité française serait la lutte contre le burkini. Hein.
Oui, là, la vraie remarque qu'on peut faire, c'est que le débat sur le burkini pseudo-viril et pseudo-courageux est là pour cacher notamment Calais. Alors comme d'habitude aujourd'hui, rond-point Quick, direction Jardiland, une invasion, 1000, 1500 voire 2000 migrants prennent d'assaut l'autoroute une fois de plus. On a un petit peu de mal à se frayer un chemin. Il a passé à travers la bâche. Il est avec une grosse barre de fer, avec un gros bâton. Il va m'exploser le carreau. Un des deux migrants frappe violemment la vitre de Julien à coups de bâton. C'est-à-dire que pendant qu'on montre du doigt le burkini comme un danger pour la civilisation française et le droit à la nudité, on peut mettre le droit des femmes, tout ce qu'on veut là-dedans, on a Calais qui ne cesse de se remplir. Et je rappelle qu'à Calais, ce ne sont pas des femmes, souvent françaises, musulmanes, mères de famille de 45 ans, ce sont des jeunes musulmans, tous prédateurs, venus du fin fond de l'Afghanistan ou de l'Érythrée, dont on gave la France. Oui, il faut accueillir les réfugiés qui meurent aujourd'hui en Méditerranée. Est-ce qu'on va laisser les tentations du repli, de la fermeture, des barbelés s'emparer de notre pays ou non? Et les grandes gueules qui sont contre le burkini ne bougent pas une oreille sur le problème de Calais qui va se généraliser, puisque maintenant on prétend qu'on va démanteler Calais, où il y a déjà 10 000 migrants, sont tous musulmans mâles et en âge de prédation, et on va les répartir dans toute la France. 9 000 migrants à Calais, 3 000 en Île-de-France. Pour en finir avec cette situation, le ministère de l'Intérieur entend désormais répartir ces 12 000 migrants sur tout le territoire. Chacune des 12 régions devra donc trouver des places d'hébergement, une répartition proportionnelle à la population. On en a déjà prévu un camp, je crois, en bas de Montmartre, mais on en gave aussi dans des petits villages français où il reste 150 autochtones de souche. Quelques heures plus tôt, ce bus vient de déposer 31 migrants en provenance de Dunkerque. Depuis leur arrivée, une partie de la population se tient devant le portail du château des éclaireurs de France. Le but est bien sûr que des migrants soient accueillis sur l'ensemble du territoire. Le maire de Chardonnay, lui, développe un autre point de vue. Le conseil municipal est surtout choqué par cette arrivée massive de migrants, puisque nous sommes sans habitants sur le bourg. Quelle serait votre prise de décision en cas d'exactions graves du genre qui ont pu arriver en Allemagne avec ces jeunes Allemandes qui étaient en train de faire une fête et qui se sont fait violer par des... Je suis désolé de gâcher un petit peu l'ambiance, mais c'est mon ressenti par rapport à mes jeunes filles qui ont 14-15 ans. Je trouve ça scandaleux qu'on puisse imposer à une population en fait l'arrivée de 91 hommes à côté d'une école. Pourquoi des hommes seuls? Ils ne sont pas accompagnés de leur famille, c'est inquiétant. Voilà, donc le vrai problème, si on veut défendre l'identité française, la civilisation européenne, tout ce que vous voulez, c'est le problème de l'invasion de ces migrants qu'on fait venir chez nous de force, et derrière se trouvent une fois de plus et aussi les réseaux Soros. George Soros says he's giving $500 million to help migrants and refugees start businesses. And he wants other investors and nations to follow suit. Now, Ashley, you better tell me what's going on. Yeah, $500 million in investment, he says, to invest in startups, established companies, social impact initiatives. Don't you love that term? Il s'arrête pas là non plus. Il a financé créé même des ONG pro-migrants. En Grèce, bon, il a voulu être un peu discret. Donc, c'est pas une Open Society qui s'occupe des migrants. C'est une ONG qui s'appelle Solidarity Now, qu'il a, au hasard de calendrier, qu'il a créé en 2013. Et cette ONG est partenaire d'autres organisations qui aident aussi les migrants. Il y a une grande qui s'appelle le Greek Council for Refugees, Desmos Direct, il y a Arsis, voilà, il y en a pas mal. Sur les partenariats, je vous parlais de l'EEA Grants tout à l'heure, qui est une organisation pratiquement exclusivement norvégienne, qui donne beaucoup d'argent aussi pour les migrants. Et quand vous allez sur le site, vous allez dans la section ONG, programme civil, et vous voyez qu'il y a des opérateurs de programme, c'est-à-dire des gens à qui l'ONG donne l'argent et qui redistribue pour s'assurer l'opérateur programme redistribue pour s'assurer de la bonne marche de l'opération. Et en Bulgarie, en ce qui concerne les migrants, vous voyez que c'est l'Open Society Sofia de Bulgarie, donc. Et pour la Pologne, c'est la fameuse Stefan Batory. Et notez aussi que Jonas Garstor, qui dirige ce EEA Grants, est membre du conseil d'administration de l'International Crisis Group, où on retrouve Soros. C'est-à-dire c'est vraiment un monde très petit. Alors je fais remarquer que j'avais prévu tout ça.
Je l'avais même annoncé. J'avais dit qu'il y aurait un gros attentat après celui du Bataclan et qui serait après l'Euro et qui se passerait sur les plages. Alors moi, je crois que Valls va gagner quand même la primaire à gauche parce que je suis persuadé qu'il y aura un nouvel attentat très spectaculaire islamiste en France avant les présidentielles. Peut-être même sur les plages cet été. Peut-être pas au moment de l'Euro parce que ça engagerait trop de choses, mais peut-être sur les plages cet été. Je rappelle que la problème des Anglais, c'est les plages. Hein, pour ceux qui ne savent pas où est Nice, c'est comment qu'ils aillent voir. Et j'avais annoncé aussi que pour pousser les Français à adhérer à l'anti-islamisme, ce qui veut dire adhérer au sionisme en réalité, par effet rebond, ils iraient jusqu'à faire égorger un prêtre par ce que j'appelle un islamo-racaille. Je me dis que si ça continue comme ça, pour forcer les Français à croire à tout prix à ce conflit de civilisation, on aura droit un jour, peut-être bientôt, peut-être juste avant les élections de 2012, à un attentat revendiqué islamiste Al-Qaïda dans une église catholique en France. Ça me paraît faire partie du projet. Il y a un calendrier pour moi qui est un calendrier, je dirais, sioniste, hein, qui a commencé par l'affaire Charlie. On a d'abord tué des journalistes d'extrême gauche. Ensuite, on a eu le Bataclan. On a tué des bobos de Bastille, qui est d'ailleurs culturellement pro-palestinien. C'est étrange comme choix. Hein. Et après, on a eu, à chaque fois on monte d'un cran, on a eu Nice. Hein. Et puis après, on a eu l'affaire du prêtre égorgé dans la banlieue de Rouen. Pour moi, tout ça correspond à la menace de Netanyahou et à un calendrier sioniste. Eh bien, si nous ne sommes pas solidaires, eh bien, cette peste du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. La mise en place d'un calendrier qui culmine d'ailleurs, on peut le vérifier, avec la sortie du dernier livre de Zemmour. Dès les premières lignes de votre introduction, vous nous dites que l'islam, je dis bien l'islam, est incompatible avec la France. L'islam ou l'islamisme? Alors, je vais vous expliquer très simplement, l'islam et l'islamisme, c'est exactement la même chose. C'est la cerise sur le gâteau, où là, on a un changement de ton total. On n'est plus dans l'ambiguïté, on n'est plus dans le pas d'amalgame. D'abord parce qu'il n'y a pas de différence. Parce que les islamistes, ceux qu'on appelle nous les islamistes, eux s'appellent des musulmans. Et d'ailleurs, quand vous dites Daesh, vous dites l'État islamique. Pourquoi ? Parce qu'ils appliquent l'islam. On est dans l'amalgame obligatoire et systématique, et on est vraiment là dans l'énonciation claire du projet. Mais l'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour nom Opération Ronce. Il a été mis au point avec l'aide des spécialistes de l'armée israélienne. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire quoi, un nettoyage. À faire du nettoyage. Oui. Hein, la France doit se soumettre à Israël et doit pratiquer la même politique qu'Israël par rapport à, comment dirais-je, à ces immigrés. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose, ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes évidemment. Sachant d'ailleurs que c'est une inversion totale, puisque en Israël, les immigrés, ce sont les Juifs. Hein. Les natifs, les indigènes, ce sont les Palestiniens. Et nous, en France, nous sommes les Palestiniens. Hein. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie, mais qui imposent leur mode de vie, ça s'appelle de la colonisation, Yves Calvi. Et donc quand on a des terres colonisées, soit on se soumet, hein, islam ça veut dire soumission, soit on se révolte contre la colonisation. Je fais remarquer que ce soit Charlie Hebdo, le Bataclan ou Nice, ce sont 3 lieux entièrement sous contrôle israélien. Hein, je le fais remarquer. Hein. Et sur l'affaire, je rappelle que sur l'affaire de Charlie Hebdo, le policier qui a voulu enquêter sur cette affaire et sur ses liens a été suicidé dans les 24 heures d'une balle dans la tête. Elric Fredoux était chargé de rédiger un rapport sur l'entourage familial de Charlie Hebdo. Panamza a recueilli le témoignage troublant de sa famille. Mon frère était quelqu'un de calme, avec un grand esprit de discernement selon son formateur.
Il avait lui-même trouvé 2 suicidés, dont l'un à Melun, et avait dit à maman « Je te ferai jamais un truc comme ça, à savoir me tuer et te laisser seul. » Il n'était pas dépressif. Mon frère était chez lui ce soir-là, et comme il était de permanence, ils l'ont appelé et il est venu au commissariat vers 23h30. La journée avait été très tendue selon ses collègues. Des policiers de Paris étaient présents dans la soirée. Il devait rédiger un rapport, mais il y a eu des frictions, je ne sais pas sur quoi. Il leur a dit qu'il devait passer de toute urgence un coup de téléphone, et comme ils ont vu qu'il ne revenait pas, un collègue est allé le chercher à son bureau et l'a découvert mort. Pas de courrier laissé ni de plaque sur son bureau. Pour le Bataclan et pour Nice, c'est pareil. Hein. Nice est un fief israélien. Je suis encore menacé de mort par des jeunes juifs niçois récemment, là, qui me menacent de mort parce que j'ose dire ça, oui. La France, aujourd'hui, se trompe de route. Nous voulons être avec les Français. Nous proposons à chaque fois nous, les nos Israéliens, services. vous savez, j'étais moi-même, il y a quelques mois, à Nice. Je peux le dire maintenant, avec une équipe israélienne pour proposer de l'armée israélienne. Les spots où Daesh s'exprime dans sa plus grande violence sont à chaque fois des spots sous contrôle israélien intégralement. Joël Twitou, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous étiez le propriétaire du Bataclan avant que la salle soit rachetée par le groupe Lagardère en septembre 2015. Vous habitez maintenant en Israël. On peut aussi dire que le terroriste de Nice était un Tunisien bisexuel réislamisé la semaine d'avance à l'occasion du camion. Mohamed Lawesh Boulel avait décidé de se laisser pousser la barbe. 8 jours seulement, avant de tuer 84 personnes à Nice. Mohamed Lawesh Boulel n'était pas connu pour ses liens avec la religion. Non pratiquant, il mangeait du porc, buvait de l'alcool, consommait de la drogue et avait une vie intime débridée. En analysant le contenu de son ordinateur, de ses téléphones portables, les enquêteurs sont tombés à la fois sur des images de propagande de Daesh, c'est-à-dire des vidéos d'exécution, de décapitation, mais aussi sur énormément d'images pornographiques, zoophiles, scatologiques. Et qui avait, avant de passer à l'acte, avait envoyé à sa famille en Tunisie 100 000 euros. Mohamed Lawesh Boulel a envoyé à sa famille 100 000 euros quelques jours avant les atrocités du 14 juillet. Témoigne son frère au site Melounlaïn. Le terroriste a persuadé des amis, qui rentraient à son village natal d'Omsaken, en Tunisie, d'emporter des liasses de billets avec eux. Mon frère nous a fait parvenir 240 000 dinars ces derniers jours. Il nous envoyait régulièrement des petites sommes, comme la plupart des Tunisiens travaillant à l'étranger le font avec leur famille. Mais là il nous envoie tout cet argent, une fortune, ça nous a surpris. Or c'était un précaire, personne ne nous dit d'où viennent ces 100 000 euros, hein. Voilà, donc c'est une fois de plus, que ce soit quand on regarde l'affaire Mera ou l'affaire Kouachi ou les islamistes belges, à chaque fois des jeunes délinquants issus des populations immigrées et qui ont touché de l'argent pour passer à l'acte, hein. Donc voilà, donc la question, comme dirait l'autre, à qui profite le crime et d'où vient l'argent? C'est les deux questions qu'il faut toujours poser. Qui sont les bénéficiaires de tout ça et qui sont les commanditaires de tout ça? Je le dis, ça part d'Israël et ça revient à Israël à chaque fois, et M. Zemmour est là pour le cacher. C'est moi qui suis obsédé par l'islam, ou c'est l'islam qui tue en France depuis 2 ans? Ils disent Allah ou Akbar. Je suis d'accord avec Zemmour qu'il y a un gros problème de destruction de l'identité française. Il y a un gros problème de zone de non-droit en France. Il y a un problème de montée de l'islamisme dans certains quartiers. Mais la question que je pose à Zemmour, c'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. À qui la faute? Qui a organisé l'immigration de peuplement? On a vu au mois de juillet, au mois d'août, ces salles remplies de malheureux travailleurs étrangers qui attendaient avec impatience de pouvoir prendre un avion. On leur avait vendu des billets qui n'étaient pas valables le jour où on leur avait vendu plus. Mais hélas, dans certaines agences de voyage, un accueil désagréable où leur racisme sortait de tous les côtés. Donc, saisi de ces problèmes, j'ai pensé qu'il fallait tenter d'organiser les voyages des travailleurs migrants. Qui a empêché l'assimilation de ces Français récents au modèle français traditionnel? Tous contre le racisme, tous unis pour la France multicolore. Bernard-Henri Lévy, il y a eu quelques problèmes, notamment avec quelques personnalités juives qui étaient au sein du mouvement. Il y a eu quelques problèmes du point de vue de qui? Qui, notamment, a empêché
qu'on puisse dire ce que dit Zemmour aujourd'hui à l'époque où ça avait un sens de le dire, c'est-à-dire avant que ce soit trop tard. Pour moi, M. Le Pen est un fasciste, M. Le Pen est un antisémite. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, et je le répéterai encore. Je rappelle que ce que dit Zemmour aujourd'hui, c'est ce que disait Jean-Marie Le Pen dès 1973. Il y a une inquiétude nationale. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier, parce que les gens, vis-à-vis des travailleurs, ont une attitude normale, et d'ailleurs qui ressemble à la nôtre, mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent des frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine. D'abord, essayons de ne plus laisser rentrer personne. Il y a 200 000 étrangers qui rentrent tous les ans depuis 10 ans. Est-ce que c'est bien utile et est-ce que c'est normal, premièrement? Or, comment décrire autrement la véritable invasion qui est en train de se produire dans notre pays, la constitution de véritables villes étrangères, imperméables à l'autorité, au fisc, à la police, et cette invasion, je ne sais pas comment dire cela autrement. Les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, par exemple en Seine-Saint-Denis, par exemple dans d'autres quartiers, dans toutes les grandes banlieues des métropoles françaises. Oui, aujourd'hui, on ne vit plus à la française dans ces quartiers-là. Or, Jean-Marie Le Pen a été systématiquement attaqué et condamné par les associations antiracistes, qui sont des associations musulmanes. Le jour où nous aurons en France, non plus 5 millions mais 25 millions de musulmans, ce sont eux qui commanderont. Et les Français raseront les murs, descendront des trottoirs en baissant les yeux. Et que non seulement il a été empêché de critiquer cette immigration imposée qui allait amener à l'islamisme, mais qu'en plus cette immigration a été organisée de force par les musulmans aussi. Zemmour est bien gentil de faire remarquer tout ça, mais il est le plus mal placé pour en parler. Ou alors il faut qu'il dise jusqu'au bout que ce sont les musulmans qui ont organisé cette immigration et cette islamisation de la France. Quand je dis les musulmans, c'est comme quand il dit les musulmans, il fait de l'amalgame évidemment. Je veux dire la communauté juive organisée, pas les juifs du quotidien. Donc ce préambule fait, ce sont les musulmans qui ont organisé l'immigration et qui nous ont interdit de nous défendre contre elle. Ce sont les musulmans qui aujourd'hui les montrent du doigt et prétendent qu'il faut régler la question à la palestinienne. Comme ils avaient fait à Gaza. Une fois que Zemmour a fait cette remarque, qui batte sa coulpe, car en fait il est membre de la communauté responsable de ce merdier. Voilà. Donc j'attends moi que Zemmour montre du doigt ces gens-là et montre qu'il est un vrai patriote français, ce qui d'ailleurs devrait normalement passer logiquement par sa conversion au catholicisme. Et vous, pourquoi ne pas vous convertir au catholicisme ou au christianisme en tout cas, pour aller jusqu'au bout de votre assimilation? Aujourd'hui, c'est une religion minoritaire. Donc se convertir au catholicisme quand il n'est plus qu'une religion minoritaire, la religion minoritaire, je connais ça depuis 2000 ans, ça va, j'ai donné, j'ai pas envie de recommencer, quoi. Si c'est pour changer de religion, pour retrouver le statut de religion minoritaire, alors là, vraiment, ça m'intéresse pas. Zemmour, c'est un nom français, ça? Oui, je rappelle que Zemmour est un berbère, un maghrébin, converti, à mon avis, il y a 2 siècles au judaïsme, qui est français par le décret Crémieux. Je rappelle que le décret Crémieux, c'est le début de nos gros ennuis en Algérie. Au cours de la guerre de 1870, les fantassins arabes, dont la conduite fut héroïque, particulièrement en Wissembourg et à Wörth, étaient devenus populaires sous le nom de Turcos. Le nouveau régime se contenta de les démobiliser, mais Adolphe Crémieux, membre du gouvernement provisoire et fondateur de l'Alliance israélite universelle, décida de naturaliser en bloc, par décret, tous les juifs d'Algérie, qui n'avaient pourtant pas donné un homme à la défense nationale. La qualité de français, refusée à la race autochtone en dépit du sang versé, était octroyée brusquement à des usuriers, devant lesquels une femme musulmane dédaigne de se couvrir la tête, et si méprisée, qu'un vrai croyant ne les tue pas sans déshonneur. Le décret Crémieux fait que nous avons donné, au lendemain de la guerre de 70, la nationalité pleine et entière aux Juifs d'Algérie, qui étaient les Arabes des Arabes là-bas, alors que nous avons maintenu les musulmans dans l'indigénat. C'est le début de notre détestation par ce qu'on appelait les Turcos, par les Arabes. Voilà. Et donc Zemmour, en tant que maghrébin, est une fois de plus traître à sa communauté raciale, authentique. Il se comporte aujourd'hui en France comme il s'est comporté à l'époque du décret Crémieux en Algérie. Voilà. Et là, on est sur le problème effectivement de cette communauté qui systématiquement est traître et fauteuse de guerre. L'union que nous désirons fonder ne sera pas une union française, anglaise, irlandaise ou allemande, mais une union juive universelle.
D'autres peuples et races sont divisés en nationalités. Nous seuls n'avons pas de citoyens mais des coreligionnaires. En aucune circonstance, un juif ne deviendra l'ami d'un chrétien ou d'un musulman avant qu'arrive le moment où la lumière de la foi juive, la seule religion de la raison, brillera sur le monde entier. Dispersés parmi les autres nations, qui depuis un temps immémorial furent hostiles à nos droits et à nos intérêts, nous désirons d'abord être et rester immuablement juifs. Notre nationalité, c'est la religion de nos pères, et nous ne reconnaissons aucune autre nationalité. Nous habitons des pays étrangers, et ne saurions nous inquiéter des ambitions changeantes de pays, qui nous sont entièrement étrangers, pendant que nos problèmes moraux et matériels sont cruciaux. L'enseignement juif doit s'étendre à toute la terre. Israélites. Quelque endroit où le destin vous conduise, dispersés comme vous l'êtes sur toute la terre, vous devez toujours vous considérer comme faisant partie du peuple élu. Je fais remarquer une chose pour ceux qui penseraient que c'est un patriote. Jamais un patriote n'est pour la guerre civile. La guerre civile est toujours l'intérêt d'un tiers et d'un étranger. Toute guerre civile introduit l'étranger dans les affaires d'un pays. Quand une guerre civile a en outre un principe religieux, elle prend un caractère international. Aucun patriote dans aucun pays, on pourra mettre des citations, ne veut la guerre civile. Car la guerre civile, c'est une guerre qui se passe sur le territoire, entre concitoyens, et qui est forcément un affaiblissement de la nation au profit de nations étrangères. Hein, voilà. Donc Zemmour n'est pas un patriote puisqu'il est pour la guerre civile. C'est la guerre des civilisations. Voilà. C'est-à-dire quand Huntington avait sorti son truc, tout le monde avait dit c'est pas... Vous y croyez, vous pensez qu'il a raison, Huntington. Je vais vous dire, je pense que tout lui a donné raison. C'est une remarque définitive. Et puis surtout sur l'idée du... Pourquoi il montre du doigt les musulmans et pas notamment les délinquants d'origine africaine, c'est parce qu'en fait, le projet, qui est le projet Calergie, qui est le projet qui correspond à Calais, et derrière lequel il y a le Soros, le corélégionnaire Zemmour, ce n'est pas... c'est à la fois de lutter contre l'islam, mais ce n'est pas de lutter contre le métissage. Qu'en fait, qu'est-ce qui est reproché aux musulmans ? C'est de ne pas se métisser et de ne pas se soumettre au noachisme. Le noachisme, c'est d'abord détruire les religions dans leur essence, vous voyez, et ensuite, à partir des cendres ou des restes de ces religions-là, créer une nouvelle religion avec à sa tête le rabbinat. Je cite par exemple à la fin de l'introduction donc de mon second ouvrage, c'est le rabbin Yonah Metzger, représentant des Ashkénazes d'Israël, et lui il dit très clairement que son rêve, c'est de réunir les religieux du monde entier dans une sorte d'ONU des religions. Et ce que j'explique, c'est que cela ne pouvait se faire que par la destruction préalable de l'islam et du christianisme, du catholicisme en particulier. Qu'est-ce qui est reproché aux musulmans ? C'est de ne pas se métisser et de ne pas se soumettre au noachisme, c'est-à-dire de ne pas se comporter comme des blacks, d'une certaine manière. Hein, c'est-à-dire d'être encore dans un communautarisme de séparation avec des valeurs, c'est-à-dire de croire en Dieu et d'avoir encore des valeurs, qui sont des valeurs de résistance au projet Calergie. En 1925, dans son livre Idéalisme pratique, Calergie appuie son projet sur le métissage racial des peuples européens. Il écrit « La race du futur, négroïdo-eurasienne, d'apparence semblable à celle de l'Égypte ancienne, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité des personnalités. De l'européenne humanité de quantité, qui ne croit qu'aux chiffres, qu'à la masse, se distingue deux races de qualité, la noblesse de sang et le judaïsme. Dans ces deux races avantagées et hétérogènes réside le noyau de la noblesse européenne du futur. Selon lui, le socialisme, qui a commencé par l'abolition de la noblesse et par le nivellement de l'humanité, culminera dans la production de la noblesse, dans la différenciation de l'humanité entre un peuple métissé et une élite sélectionnée par eugénisme. Donc, je le dis bien pour les patriotes qui sont suffisamment stupides pour penser que Zemmour est leur maître à penser ou leur chef de file, le projet voulu par la communauté musulmane, organisée toute puissante en France, qu'on peut appeler le sionisme si on veut tourner autour du pot, c'est comment dirais-je, la haine du musulman, la guerre civile et le métissage. Godfather of the European Union, Richard Coudenhove-Kalergi, published the plan for a united Europe and the ethnocide of the peoples of Europe. The encouragement of mass non-white immigration was central to the plot. Since then, an unholy alliance of leftists,
capitalists and Zionist supremacists, has schemed to promote immigration and miscegenation with the deliberate aim of breeding us out of existence in our own homelands. As indigenous resistance to this human genetic modification industry grows, the criminal elite seeks new ways to camouflage their project. First, their immigrant pawns were temporary guest workers. Then it was a multiracial experiment. Then they were refugees. Then the answer to a shrinking population. Different excuses, different lies. And asylum is just another one. But the real aim stays the same. The biggest genocide in human history. The final solution of the Christian European problem. Voilà, d'ailleurs les musulmans ne seront tolérés à nouveau en France que s'ils cessent d'être musulmans, que s'ils se soumettent notamment sur la question de la Palestine et que s'ils acceptent effectivement d'être des métis noachiques. Hein, c'est clair et net. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. C'est ça qu'on appelle, nous, l'économie positive, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt des générations suivantes. Aujourd'hui, des réfugiés venus de Syrie, d'Irak, de Libye, d'Érythrée, de Somalie, du Soudan veulent échapper au chaos. Le débat sur l'opportunité ou non de leur tendre la main est indigne de notre histoire et des valeurs universelles portées par la République. Les accueillir n'est ni un fardeau ni une invasion. C'est une obligation juridique et un devoir moral. On leur demandera pas de partir. Hein. Je vous garantis que aucun musulman d'autorité sur la France ne veut que les musulmans partent. Ils veulent juste qu'ils se soumettent à leur projet de domination, c'est tout. Et ils se font tirer les oreilles uniquement parce qu'ils respectent leur père et leur mère et qu'ils croient encore en Dieu. C'est tout. Hein. Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Alors je vais continuer moi sur la ligne Zemmour. Si Zemmour pense que l'islam est incompatible avec la France, je pense que c'est à la limite relativement vrai. Hein, la France est une terre chrétienne, catholique, et je le dis de tradition et de culture helléno-chrétienne. Mais maintenant, je fais remarquer que le judaïsme n'est pas plus compatible avec la France que l'islam, et que de toute façon que l'islam est une religion abrahamique sémitique qui vient en droite ligne du judaïsme, et que tout ce qu'on peut reprocher dans l'islam, notamment sa violence, vient du judaïsme. Et quant à parler de religion de violence, quand on parle de l'islam, je rappelle que la religion juive, celui de l'Ancien Testament, est la religion violente par excellence, puisque c'est une religion qui prétend qu'il y a un peuple élu et que la terre lui est promise. Je vous enlèverai d'entre les païens, et vous rassemblerai de tous les pays, et vous amènerai sur votre propre terre. Et vous vivrez sur cette terre, que j'ai donnée à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Réunissez-vous, et venez. Rassemblez-vous de tous côtés pour le sacrifice, que j'accomplis pour vous, c'est même un grand sacrifice pour vous, un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël, où vous mangerez de la chair, et boirez du sang. Vous mangerez la chair des puissants, et boirez le sang des princes de la terre. Et vous mangerez de la graisse à satiété, et boirez du sang jusqu'à en être ivre, à ce sacrifice que j'immolerai pour vous. C'est-à-dire que je précise donc que la religion juive est une déclaration de guerre au reste de l'humanité sur des critères raciaux. Yahvé, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations devant toi. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes sauvages ne se multiplient contre toi. Yahvé, ton Dieu, te les livrera, et il jettera parmi elles une grande consternation, jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom du dessous les cieux. Personne ne tiendra devant toi, jusqu'à ce que tu les aies détruits. Donc, peuple élu, terre promise. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, qu'ils écoutent les prêches d'Attali sur le nouvel ordre mondial et Jérusalem, capitale du monde. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. La terre promise, ce n'est pas seulement la Palestine. Ça, c'est la première étape, le Commonwealth israélien. La terre promise, c'est la totalité de la terre, car je rappelle que dans le judaïsme, les goy, les gentils, nous sommes, nous les non-juifs, nés pour être les esclaves des juifs
et nous soumettre à leur domination. Car à la fin des temps, les sages nous ont dit que les nations du monde reconnaîtront la suprématie du peuple d'Israël, la grandeur du peuple d'Israël. Les nations du monde se prosterneront devant les Juifs. Là-t-il l'avant. Les nations du monde sont dans l'histoire. Nous sommes au-dessus de l'histoire. Nous sommes le peuple dans les nuages. Donc je trouve que Zemmour soit manque de culture, soit manque d'honnêteté. Parce que maintenant qu'il a dit ce qu'il a dit, il faut qu'il dise tout ce que moi je dis aussi derrière, pour être un journaliste intègre, un honnête homme et un intellectuel authentique. Là, c'est très très loin d'être le cas. Ne pensez-vous pas être invité par les médias français parce que vous défendez une certaine forme d'israélisation de la société française? Aucunement. Que pensez-vous de l'ostracisation d'Alain Soral dans les médias? Oula. Bah, vous lui demanderez, je pense rien, moi vous savez, je le connais très bien, Alain Soral. Ben justement, là, on pourrait peut-être poser la question à Zemmour. C'est cette communauté chinoise qui pratique ce qu'on appelle un communautarisme de séparation. C'est-à-dire qu'ils ne s'intègrent pas vraiment à la France, mais ils ne foutent pas la merde. C'est désormais l'un des événements populaires les plus remarquables de la capitale française. Depuis 10 ans maintenant, la célébration du Nouvel An chinois donne lieu à des festivités impressionnantes partout dans la ville lumière, dont ce géant carnaval organisé au cœur du 13e arrondissement, le quartier chinois par excellence de Paris. Il y a une demande de connaissances de part et d'autre et c'est la rencontre de cultures différentes. C'est une démonstration justement de cohabitation réussie. La tradition confucéenne veut que le Vietnamien, autrefois l'adémite, respecte l'autorité, la hiérarchie. Il doit rechercher le juste milieu et doit croire dans la méritocratie. C'est-à-dire que c'est ni le problème des banlieues, ni le problème de la communauté musulmane. Parce que le problème des banlieues, c'est la non-intégration, et le problème c'est ce qu'on appelle le communautarisme de domination, où ces gens-là veulent nous expliquer maintenant ce que c'est que d'être un bon Français, c'est-à-dire un Israélien, quoi. Hein, voilà. Donc les Chinois, eux, sont dans le communautarisme de séparation. Ils prétendent pas nous expliquer ce que c'est que la France. Ils demandent juste de les laisser vivre comme des Chinois en France, en apportant un peu de points de PIB, et en n'étant pas délinquants, et en nous emmerdant pas sur la colonisation de l'Indochine, etc. Au milieu des années 70, de nombreux Vietnamiens sont arrivés en France, fuyant un pays en guerre. À Brest, par exemple. C'était l'époque des boat people, ces bateaux de fortune pleins de réfugiés. Aujourd'hui, l'association vietnamienne de Brest compte environ 120 familles, sur peut-être 500 dans le Finistère. Mais ils sont très bien intégrés dans le Finistère Nord. Hein. Ils ont souvent ouvert des restaurants, ils travaillent bien. Et leur but, c'est que les enfants apprennent le français. Donc, ce qui m'a intéressé dans cette colère, effectivement, des Chinois de banlieue qui se font de plus en plus souvent agresser, c'est qu'ils ont dit qu'ils étaient victimes de racisme. On est visé parce que le racisme, en fait, anti-asiatique, qui s'est propagé pendant les 5-10 dernières années, fondé sur l'idée que notre communauté transporte plus d'argent qu'un commerçant lambda. En 7 mois, plus de 105 vols avec violence ont été recensés contre les Asiatiques, rien qu'à Aubervilliers. Par contre, j'ai entendu aucun journaliste, et même d'ailleurs aucun Chinois, nous dire de qui ils étaient victimes, puisqu'en fait ils se font agresser et dépouiller. Ces agresseurs n'ont pas été arrêtés, mais le profil des auteurs de ce type de vol violent est connu des services de police de Seine-Saint-Denis. Alors c'est souvent des jeunes d'une quinzaine d'années au minima, ou alors maximum des jeunes adultes. Ils sont 3 à 5 individus, ce sont malheureusement souvent des récidivistes, souvent des personnes qui sont mises en examen pour les mêmes faits. Je ne crois pas que ce soit par les Français de souche, et je ne crois même pas que ce soit par les musulmans. C'est par des ordres de voyous qui ressemblent beaucoup aux voyous que j'ai eu sur le dos il y a quelques temps. Hein, vous voyez, ces voyous qui ont été entièrement formés par SOS Racisme, hein, je le rappelle, et Julien Drey. Hein, voilà, et qui sont toujours plus ou moins dans la main du Parti socialiste, avec une espèce de logique de caïda et d'indigénat. Si on revient là sur l'actualité, à savoir le jet de cocktail Molotov sur des policiers, l'excusez ça ou pas? Non. Vous le comprenez? Moi je le comprends. Je le comprends très bien. C'est compréhensible. Ils viennent, ils nous contrôlent, ils nous parlent mal, ils font les malins, c'est-à-dire ils nous bousculent, ils nous font des trucs de ouf. Il faut pas se plaindre qu'après on pète les plombs. Parce que peut-être qu'ici il y a beaucoup plus de jeunes, il y a beaucoup plus de misère, il y a beaucoup plus de galères, tout simplement. Ici on est délaissés.
sommes là pour dire justice pour Adama Traoré, parce que nous ne sommes pas en train de parler de complot, nous sommes en train de dire qu'il faut étudier la mécanique de la logique policière pour comprendre que cette logique est profondément esclavagiste et coloniale, et qu'on ne peut pas comprendre la logique inéquitable de la police si on n'étudie pas ces racines esclavagistes et coloniales qui faisaient qu'elle était dressée pour chasser le nègre. Alors qu'il prétend incarner une révolte de la rue, Black Lives Matter nage de plus en plus dans l'argent, avec des promesses de dons de 100 millions de dollars par des fondations libérales. La Ford Foundation et Borealis Philanthropy ont récemment annoncé la création du Black Lives Movement Fund, le fonds mené par les Noirs, chargé de récolter 100 millions de dollars sur 6 ans auprès de multiples contributeurs, au nom de la coalition Movement for Black Lives. Cette collecte vient compléter les 33 millions de dollars offerts par George Soros, le principal donateur du Parti démocrate, à Black Lives Matter, via sa Open Society Foundation. Donc une fois de plus, même cette délinquance de banlieue qui n'est même pas musulmane, c'est encore le problème de la domination musulmane pour la France. Je vais, à mon tour, vous dire un peu l'avenir. Un jour, les Juifs lanceront les nègres, leurs frères, leurs troupes de choc sur les derniers cadres blancs, les réduiront, tous ivrognes, à l'esclavage. Harlem sera le quartier blanc. Les nègres en bringues, ils iront voir, ils feront danser les blancs pour eux, la blamboula. Louis-Ferdinand Céline, bagatelle pour un massacre.